Tout d'abord, merci à vous d'être venus débattre et échanger sur la question de la révolution citoyenne en Europe. Merci Adrien de ta présence à Wavre-Charles-Soudenas. C'est la deuxième fois que tu viens sur le territoire depuis que tu es député. Et donc encore merci d'être venu. Merci Sophie de ta présence. On espère pouvoir te recroiser lors des prochaines campagnes électorales, en particulier les européennes. Donc je pense que tu expliqueras mieux que moi. Je vais pas faire long pour justement gagner du temps, parce que vous avez vu qu'on a pris un peu de retard. Le temps est un temps avant tout d'expression des deux intervenants présents, mais aussi un temps de débat avec vous. Régis assurera la modération durant le débat. Prise de parole d'Adrien et de Sophie, et enfin un temps d'échange avec la salle. Merci. Je vais laisser la parole, je vais faire très court. Je suis un peu désolé, je suis un peu pris par le temps. Je vais accueillir les footballeurs de mon équipe. C'est pour ça. C'est pour ça. Merci. Et bon débat. Merci à toi, Mehdi. Merci à vous toutes et tous. Ça fait plaisir de voir que malgré le temps, ça y est, l'automne a démarré. Et donc on le vérifie, puisque ça y est, on a le vent qui nous rappelle à l'ordre, mais il pleut pas pour l'instant, pourvu que ça dure. En tout cas, merci d'être venus nombreux cet après-midi, et depuis ce matin d'ailleurs, dans ce qui est la fête départementale de la France Insoumise. Cet événement est à mettre au crédit d'une rentrée politique dans laquelle la France Insoumise a une position tout à fait centrale. Et cette position est aussi le fait du travail acharné, méthodique de ces bénévoles. Et je veux que l'on prenne un instant d'abord, avant de démarrer, en remerciant toutes celles et ceux qui ont contribué à cette incroyable fête. D'abord, monsieur le maire de Wavrechin, qui nous fait quand même l'immense honneur de nous mettre à disposition un endroit comme celui-ci, on peut l'applaudir. Et évidemment, tous les bénévoles de la France Insoumise qui ont participé dès très tôt ce matin au montage de ces lieux, qui participent de l'animation de cet événement toute la journée, et sans lesquels, bien évidemment, ce mouvement ne serait rien. C'est-à-dire que souvent, on parle beaucoup du groupe parlementaire, mais je vous le dis tout de suite, ce groupe parlementaire n'est rien sans la masse des bénévoles du mouvement de la France Insoumise, et c'est bien la conjonction entre le groupe parlementaire et la masse des bénévoles du mouvement qui fait notre force. Et dans les étapes à venir, notamment celle qui va nous occuper cet après-midi, à savoir l'étape européenne, eh bien, vous allez voir émerger de nouvelles têtes, et nous allons créer les conditions ensemble de l'envoi d'un véritable commando de combat au Parlement européen, fait à peu près du même bois de celui que vous avez à l'Assemblée nationale. Et ces deux groupes d'ailleurs auront évidemment à travailler ensemble dans la mesure où, vous le savez, toutes les tâches auxquelles nous nous employons sont autant d'étapes intermédiaires vers ce qui doit à chaque étape demeurer dans nos consciences comme étant notre objectif, à savoir l'accession au pouvoir dans ce pays, non pas pour nous-mêmes, non pas pour notre orgueil, mais pour l'application d'un programme sur lequel se sont portés d'ores et déjà 7 millions de voix et dont nous savons qu'il est à même de répondre aux grands défis de notre temps écologiques, sociaux et démocratiques. Alors je le disais, cette rentrée est celle où la France Insoumise assume cette position centrale dans le paysage politique. Vous l'avez vu à Marseille avec les amphis d'été. Il y a toutes sortes de débats sur un éventuel changement de stratégie de la part de la France Insoumise dans la manière dont elle s'adresserait aux autres. Mais je vous le dis tout de suite, il n'y a pas de changement de stratégie au sein de la France Insoumise. Si changement de stratégie il y a, c'est plutôt autour de la France Insoumise, avec toutes celles et ceux qui la regardent aujourd'hui avec peut-être plus d'attention que par le passé, compte tenu du fait que tout le monde a une tête politique et voit bien quels sont les rapports de force, mais aussi parce que beaucoup, qui jusque-là peut-être occupaient plus leur temps à nous jeter des cailloux, se disent que finalement, ce que fait la France Insoumise, ça a du sens, ça fonctionne plutôt pas mal, et que donc ils auraient mieux à faire à travailler avec nous. Et je vous le dis d'entrée, nous n'allons pas diluer quoi que ce soit de nos propositions ou de notre programme pour accueillir qui que ce soit. Et nous n'allons pas non plus changer de stratégie. Pour autant, et nous devons nous le dire, si nous avons des paliers à franchir, nous n'allons pas non plus demander à chacune, à chacun de celles, de ceux qui souhaitent rejoindre la France Insoumise, leur certificat de baptême. Si on est d'accord sur le programme, si on est d'accord sur cette stratégie qui se veut fédérer le peuple par une méthode qu'est la révolution citoyenne, alors comme nous l'avons toujours dit, il y a de la place pour tout le monde au sein de la France Insoumise.
Cette méthode fédérer le peuple est en train de se vérifier aussi dans les actes. Ce n'est pas que de la théorie. Bien évidemment, le bouquin de Jean-Luc, L'ère du peuple, est une base théorique qui affine ce qu'est aujourd'hui, en quelque sorte, notre doctrine commune. Mais ça se vérifie dans les actes. Et de quoi parle-t-on lorsqu'on parle de fédérer le peuple? Par le passé, généralement, le camp progressiste, la gauche au sens large, comme on peut l'appeler, s'adressait en particulier, et s'adresse toujours, et il le faut, à la classe ouvrière. Cette classe ouvrière qui, selon l'analyse marxiste, était celle qui était faite de celles et ceux qui, ne détenant pas les moyens de production, n'avaient que leur force de travail à mettre au service de celles et ceux qui détenaient ces moyens de production. Et cela procédait de deux camps dans la société. Par la théorisation de la nécessité de fédérer le peuple, ce sont deux autres camps que nous avons en face de nous. Le 1% de l'oligarchie, des possédants, qui, vous l'avez vu, possède jusqu'à 82% des richesses produites dans le monde, comme l'a indiqué le rapport d'Oxfam, et face à eux, le 99 autres %. C'est valable ici en France. Et dans ce 99% qu'on va appeler le peuple, disons-nous les choses franchement, il y a des contradictions dans ce peuple. Il y a d'ailleurs, dans ces 99%, la classe ouvrière, qui ne résume pas le peuple, mais qui est contenue dans cette notion des 99%. Et dans ce 99%, oui, vous avez des gens de catégories socio-professionnelles très diverses, et également des gens qui n'étaient pas traditionnellement d'un électorat de gauche, mais pour lesquels ce que nous disons a un sens. Et moi j'observe et je vois que beaucoup d'entre vous me font aussi ces témoignages, parfois surprenants, y compris pour des militants qui sont des militants parfois de longue date de gauche, même si dans ce mouvement, il y a des militants qui le sont depuis bien avant moi, bien avant nous, et puis il y en a qui le sont depuis seulement quelques minutes. Et c'est ça aussi la force de notre mouvement. Mais vous êtes nombreux à dire, on est surpris de voir des gens nous aborder en nous disant « mais moi je n'ai jamais voté à gauche de ma vie, et pourtant ce que vous racontez, eh bien ça fait écho en moi, et maintenant vous avez mon oreille attentive ». Moi je croise des gens qui étaient des cadres supérieurs parfois, qui eux aussi, à leur niveau dans la société, qui est plutôt un niveau privilégié, entendons-nous, ils sont loin de la très grande pauvreté et de la précarité, mais néanmoins, même eux, à leur poste actuel, subissent les conséquences de la compétition généralisée, subissent la pression accrue. Et donc nos mots d'ordre finissent par déterminer ce que nous appelons l'intérêt général, qui fait que même s'il y a des contradictions dans ce peuple, on peut se retrouver sur un intérêt général. Et la question climatique, par exemple, est la question centrale, qui fait que quels que soient vos désaccords politiques, religieux, quelle que soit votre place dans la société, il y a un intérêt général humain qui fait que si demain les conditions de la vie humaine sur Terre sont mises en cause, et elles sont déjà mises en cause, alors ces désaccords vont être, vous le comprenez, bien secondaires. Et bien ce moment-là, c'est celui que nous vivons. Et il nous met, nous toutes et tous, militants politiques, en responsabilité. Parce que ça turbule, c'est instable. Et nous devons, à chaque étape, donner à voir que nous incarnons une issue positive, politique, pour le peuple, le moment venu. Alors en cette rentrée, la Macronie est dans de beaux draps, vous le voyez. 1 an et demi après son accession au pouvoir, elle semble plus que jamais enlisée. Avec plus de 80% des Français qui critiquent un président de la République qu'ils jugent comme trop autoritaire, et 4 Français sur 5 qui disent être déçus du macronisme, y compris d'ailleurs parmi eux, celles et ceux qui s'étaient tournés vers le choix d'Emmanuel Macron, l'élection présidentielle, choix, nous l'avons dit et il faut le rappeler, largement contraint par la configuration du deuxième tour. Néanmoins, nous sommes à ce moment précis où Emmanuel Macron est plus bas dans l'opinion que son prédécesseur François Hollande à la même période. Et plus que jamais, dans les têtes et dans les consciences, se voit désormais le fait qu'Emmanuel Macron s'incarne profondément dans la continuité de Nicolas Sarkozy et de François Hollande. Et d'ailleurs, je dis aux observateurs politiques, économiques, n'usez pas trop d'énergie, n'usez pas trop de temps à essayer de trouver des résultats économiques différents de la part d'Emmanuel Macron que de la part de ses prédécesseurs. Pour la raison que, comme dans les grandes trajectoires politiques et économiques, ils poursuivent la même logique, les mêmes causes produisant les mêmes effets, il ne peut pas y avoir d'autres résultats de la part de M. Macron qu'il y avait de la part de messieurs Hollande et Sarkozy. Aucun de ces trois-là ne remet en cause le libéralisme économique. Aucun de ces trois-là ne remet en cause le productivisme dont on voit les limites. Donc, par conséquent, cette profonde continuité, elle a été démontrée dans la première année du quinquennat d'Emmanuel Macron. Et je dois dire que d'ailleurs, elle s'est faite sans même que nous, l'opposition populaire,
ayons à en faire la démonstration. L'exercice du pouvoir par Emmanuel Macron se suffit à lui-même pour faire cette démonstration de parfaite continuité. Alors il lui restait un joker à Emmanuel Macron, c'était d'avoir fait la promesse de laver plus blanc que blanc, de faire émerger cette République exemplaire. Et on voit que plus que jamais, ce qui devait être la République exemplaire est terriblement la République des affaires. Et de ce point de vue, évidemment qu'il y a un avant et un après l'affaire Benalla. Même si, je veux quand même le préciser, vous l'aurez remarqué, avant même l'affaire Benalla, déjà, moi je suis cette période au début de l'année 2018, on voyait un vrai tournant, y compris dans les médias, avec des économistes qui avaient soutenu Emmanuel Macron, qui d'ores et déjà disaient la méthode et le calendrier ne sont pas bons et vont produire des effets contestables. L'affaire Benalla est venue enfoncer le clou avant l'été, en faisant la démonstration d'une chose que les Français n'aiment pas et qu'ils ont bien raison de ne pas aimer, les passe-droits, le fait qu'on se sente au-dessus des lois, parce qu'on est proche du chef. Et puis ça continue, parce que la rentrée s'est faite avec la démission tonitruante de Nicolas Hulot, qui est bien évidemment une démission sanction pour Emmanuel Macron, qui poursuit cette décomposition de la Macronie, mais qui plus est confirme un diagnostic politique que nous continuons de porter, à savoir le fait que le libéralisme économique n'est pas compatible avec la bifurcation écologique, que l'on soit d'accord ou pas, il va falloir s'y employer. Et de ce point de vue, l'intervention de Nicolas Hulot peut avoir, on le souhaite, quelque chose de salutaire, même si pour l'instant, et quand on voit la reprise des travaux à l'Assemblée, on a bien le sentiment qu'il ne tire aucune conclusion de cette démission et de ce qu'elle signifie politiquement, et c'est bien tout le problème. Alors on voit aussi d'autres points d'affaiblissement, les ambitions personnelles avec Monsieur Collomb qui nous annonce qu'il va partir à Lyon et faire sa campagne municipale, c'est-à-dire qu'on comprend qu'en fait un ministre d'État, qui plus est ministre de l'Intérieur, peut choisir librement de sa date de sortie du gouvernement, avec toutes les conséquences que l'on connaît sur la chaîne de commandement au sein de son ministère. Alors nous le disons et nous adressons ici depuis Wavrechin un message à Monsieur Collomb, démissionnez tout de suite, démissionnez tout de suite. Parce que vous ne pourrez pas faire à la fois le rôle que vous avez à tenir au sein de votre ministère et votre campagne municipale. Et monsieur le ministre, nous ici à la France Insoumise, nous vous le disons, un gouvernement, ça n'est pas une auberge espagnole. Un gouvernement, ça n'est pas un hall de gare où chacun décide quand il rentre, quand il sort. C'est irresponsable. Nous appelons à sa démission. Je le disais, cette rentrée est marquée par le fait que le pouvoir et la Macronie ne tirent aucune conclusion de ce qui leur arrive. Aucune. Après la démission de Nicolas Hulot, nous avons repris le travail à l'Assemblée nationale. Première étape, la deuxième lecture de la loi Egalim sur l'alimentation et l'agriculture. Cette fameuse loi qui avait fait beaucoup parler d'elle en première lecture, dans la mesure où François de Rugy, lequel, par le jeu de chaises musicales auquel vous avez assisté, est désormais ministre de l'Environnement et des Solidarités, eh bien, avait décidé en première lecture de nous faire voter sur le poison glyphosate à 2 h du matin. Il avait organisé sciemment le fait qu'on reporte le vote à quelques minutes après la levée de séance traditionnelle pour qu'on soit contraint et forcé de voter à 2 h du matin. Et bien là, en deuxième lecture, on s'est dit peut-être les choses vont s'améliorer. Oui, ça s'est même aggravé en réalité, puisque nous avons voté sur le glyphosate à 4 h 30 du matin la semaine dernière. Et figurez-vous que malgré la démission de Nicolas Hulot, malgré la marche climat qui s'est tenue spontanément dans 130 capitales françaises et partout dans le monde, le week-end suivant la démission de Nicolas Hulot, eh bien, les députés de La République En Marche n'ont rien trouvé de mieux à faire que d'empêcher l'inscription dans la loi de l'interdiction du poison glyphosate. Je vous invite à regarder les débats à l'Assemblée, c'était surnaturel. Parce que, en gros, leur argumentaire visait à dire « Parce que nous sommes d'accord avec vous sur le fait que vous voulez interdire le glyphosate, nous n'allons pas voter avec vous pour son interdiction. » C'est exactement ce qu'ils nous ont dit. Parce que pour eux, la promesse d'Emmanuel Macron, qui a dit qu'il voulait interdire le glyphosate et se donner pour cela 3 ans, eh bien sa promesse, ses tweets, se suffisent à eux-mêmes, et donc il n'y aurait pas besoin de légiférer. C'est la raison pour laquelle, à 5 h du matin, je leur ai posé la question, mais pourquoi est-ce que vous êtes là dans l'Assemblée nationale ?
À quoi vous servez si votre rôle de député, qui est de faire la loi, de contribuer à son écriture, finalement se substitue à la pure parole présidentielle qui vous va tellement bien? Démonstration, s'il en fallait une supplémentaire, à quel point nous avons affaire à une armée de godillots en puissance. Et j'étais pas le premier à le dire, mais après avoir vu ça, je n'ai absolument plus à rougir de vous le dire et de l'assumer. C'est bien de ce bois-là qu'est faite la Macronie. Alors le glyphosate, eh bien, ça va pouvoir continuer. Nous avions dit, évidemment, on ne sortira pas du glyphosate en claquant des doigts. Nous savons que le modèle agricole aujourd'hui, intensif en chimie, est ultra dépendant de ce poison qui empoisonne nos agriculteurs, qui empoisonne la terre, nos assiettes et qui empoisonne, en fin de course, nous tous, nos enfants. Et bien évidemment qu'il faut organiser cette transition. Mais pour l'organiser, encore faut-il en prendre la décision politique. C'est ce que La République En Marche a refusé de faire. Et vous le voyez au niveau européen, qu'on s'entende bien, l'Union européenne n'a pas statué sur l'interdiction du glyphosate dans 5 ans. C'est faux. L'Union européenne a réautorisé la circulation du glyphosate pour 5 années. Voilà ce qu'ils ont fait. Mais rien n'est écrit et rien ne nous dit qu'à l'issue de ces 5 ans, il y aura une interdiction du glyphosate. C'est la raison pour laquelle inscrire dans la loi, se donner pour objectif l'organisation de cette transition. Et nous pouvons le faire. Parce que le modèle agricole que nous défendons, nous ici à la France Insoumise, c'est un modèle agricole qui, plutôt que d'être intensif en chimie, est intensif en emploi. Oui, les amis, si on applique ce programme, il va falloir beaucoup d'activités, beaucoup de compétences techniques, beaucoup de main-d'œuvre et beaucoup d'huile de coude. Et tout ça est de manière incommensurable plus enthousiasmant que la compétition et la concurrence libre et non faussée qui nous obligent à faire et à poursuivre. La deuxième grande loi de cette rentrée, c'est celle qui nous a occupés en commission et qui va nous occuper dès la semaine prochaine à l'Assemblée nationale en hémicycle, c'est la fameuse loi Pacte. Et je vous invite dans les 15 prochains jours à vous y intéresser. Cette loi Pacte, tenez-vous bien, ambitionne rien de moins que de mettre l'entreprise en corrélation avec les enjeux du XXIe siècle. Alors je ne sais pas quels sont, de votre point de vue, les enjeux de ce XXIe siècle, mais pour moi, et je pense que c'est le cas pour vous aussi, la question climatique, évidemment, est sans doute l'enjeu majeur de ce XXIe siècle. Eh bien, dans cette loi Pacte, il n'y a pas un moindre mot sur la question environnementale et écologique. Pourtant, de leur point de vue, cette loi va permettre de mettre l'entreprise au service de l'objectif du XXIe siècle. Cette loi se résume en très peu de choses. Une véritable loi fourre-tout libérale, qui est une sorte de loi travail numéro 2, dans laquelle vous avez pour l'essentiel 3 piliers. Un premier qui est de nouvelles privatisations, Engie. On peut s'interroger là aussi sur la capacité de planifier au niveau écologique en se retirant de ces entreprises. Aéroport de Paris, la Française des Jeux. Ensuite, vous avez tout un volet de cette loi qui accroît la capitalisation de l'économie, la financiarisation de l'économie et qui prépare sans aucun doute la réforme des retraites avec l'épargne salariale et les produits financiers pour les retraites. Et puis, vous avez tout un bricolage sur les fameux seuils sociaux des entreprises. Vous savez, les seuils qui font que, à partir de 20 ou de 50 salariés, vous devez, en tant qu'employeur, fournir, par exemple, à vos employés un local syndical ou un local déjeuner. Eh bien, ils nous soutiennent que ces seuils empêcheraient les entreprises de se développer. Et nous les regardons avec un petit rictus et nous leur disons « mais ce n'est pas sérieux. Vous ne pouvez pas croire qu'une entreprise qui a les carnets de commandes remplis et pour lesquels l'activité fonctionne, renonce à se développer parce qu'elle aurait à fournir un local ou déjeuner à ses salariés. Ça n'est pas sérieux. Ça n'est pas sérieux. Le problème ne se situe pas là. Il se situe bien évidemment dans la relance de l'activité. Et on voit bien, y compris, quelles sont les premières conclusions des ordonnances travail. Vous le voyez, on nous avait promis une telle libération des énergies que l'emploi allait de fait se relancer, que l'activité se relancerait dans le pays. Quel résultat? Non pas d'emplois supplémentaires, mais un abaissement des recours au prud'homme, parce que maintenant les indemnités sont plafonnées, et une multiplication des ruptures conventionnelles collectives qui sont de véritables licenciements déguisés. La politique de l'emploi dans ce pays depuis avant Emmanuel Macron, mais celle qu'il poursuit, se résume en très peu de mots.
diminution des droits des salariés, dérégulation du marché de l'emploi et multiples exonérations sociales et fiscales des entreprises. Depuis quand une telle politique crée de l'emploi et crée de l'activité? Depuis quand une telle politique remplit les carnets de commandes? Nous leur disons, la France insoumise, parce qu'elle est pour le partage des richesses, parce qu'elle est pour la planification écologique et le mouvement des carnets de commandes remplis et de l'activité relancée dans ce pays. Voilà ce que nous devons dire. Y compris pour celles et ceux qui ne raisonnent que marché et entreprise, il faut leur dire qu'ils auraient plus de débouchés avec nous aux manettes qu'avec Emmanuel Macron et les siens. N'ayons pas peur de leur tenir ce discours. Alors on a découvert, il y a à peu près 10 jours, que pour trouver un emploi, il suffisait de traverser la rue, et Emmanuel Macron d'inviter 6 millions de chômeurs à le faire. Et depuis, les éditorialistes de tous bords, que l'on voit plateau après plateau, jusqu'à le premier d'entre eux, le Premier ministre Édouard Philippe, hier sur France Inter, nous dire « Mais oui, il y a un vrai problème dans ce pays, ce sont les emplois non pourvus. Les gens qui sont au chômage, il y a aussi parce qu'ils ne veulent pas aller travailler. » C'est absolument abject de voir à quel point ce gouvernement se refuse à voir que les politiques économiques qui sont menées, impulsées par l'Union européenne, sont des politiques qui empêchent la relance de l'activité et donc empêchent l'emploi de se développer. Alors quelques arguments, quelques chiffres à garder dans votre besace pour tous les benets qui viendront vous raconter demain que le problème de l'emploi dans ce pays, c'est qu'il y a trop d'emplois non pourvus et que les chômeurs seraient responsables de leur chômage. Retenez qu'en équivalent temps plein dans ce pays, il y a un emploi non pourvu pour 40 chômeurs. Ce qui veut dire que même si vous faites ce qu'Emmanuel Macron appelle de ses voeux, à savoir mettre tout chômeur dans une case vide, vous avez encore de toute façon une masse considérable de chômeurs. Ce qui montre bien que le problème n'est pas là. Ce qui montre bien que le problème n'est pas dans l'accroissement du contrôle sur le chômage. Ça va, Pôle emploi n'a pas attendu Emmanuel Macron pour effectuer des contrôles sur les chômeurs. Et que nous disent les chiffres de Pôle emploi ? Que 86% des chômeurs qui sont contrôlés sont en recherche active d'emploi et que pour les 14% restants, ils ne sont, pour 2/3 d'entre eux, même pas indemnisés. Et rappelons au passage que le chômage, ça n'est pas la charité. Les salariés cotisent pour être indemnisés en cas d'accident de la vie, en cas de chômage. 8 contrats signés sur 10 sont des contrats courts. Voilà la réalité. Et ce n'est pas non plus un plan de formation gigantesque qui, bien qu'il puisse être intéressant sur quelques points, va résoudre la situation. Sinon peut-être sur l'aspect statistique, car vous savez comme moi que quand vous êtes en formation, vous disparaissez des statistiques du chômage. Ce qui arrange bien souvent les gouvernements successifs pour faire la démonstration que leurs politiques sont efficaces. Ça ne peut pas fonctionner. Et nous disons à Emmanuel Macron, ça suffit ce mépris. Quand vous avez un jeune homme devant vous qui vous explique qu'il galère, qui s'en remet au président de la République et qui vous dit sa détresse, vous trouvez simplement à lui dire, eh bien, traverse la rue, moi je te trouve un emploi. Ça suffit. Après les fainéants, après ceux qui ne sont rien, après les Gaulois réfractaires au changement. Quels Gaulois? D'abord, ça demande à se vérifier, mais qui plus est réfractaires au changement, pas nous. Vous avez en face de vous des gens qui prônent la 6e République, qui prônent le partage des richesses, qui prônent la planification écologique, la sortie de l'OTAN, la rupture avec les traités européens. Alors dites pas que c'est nous qui sommes réfractaires au changement. Le plus grand réfractaire au changement, c'est vous, monsieur Macron. Ils ont commencé cette année en présentant 2 plans, le plan pauvreté et le plan santé, comme s'il suffisait de parler de pauvreté et de santé pour que les problèmes soient réglés. Ces plans sont avant tout des plans de communication, parce que ils sont inconséquents. Et je fais cette parenthèse pour dire que les mots d'Emmanuel Macron, tous ceux que je viens de citer, ce mépris devient un appel d'air considérable pour toute la Macronie. Si le chef parle comme ça, alors toutes et tous se sentent autorisés à parler de la même manière. Et c'est ainsi que l'on a vu cette semaine, à l'Assemblée nationale, au moment où mon collègue Jean-Hugues Ratenon déplorait l'inconséquence du plan pauvreté, Madame la ministre Buzyn lui répondre qu'il se nourrissait de la pauvreté et qu'il n'avait pas intérêt à ce que ce plan fonctionne pour la raison que la France insoumise vivait de la pauvreté. C'est abject. Et ça l'est d'autant plus que Madame Buzyn ignorait alors que Jean-Hugues Ratenon, avant d'être élu parlementaire et député, vivait au RSA et a connu la pauvreté. Mais c'est bien évidemment le comportement d'Emmanuel Macron qui les fait se sentir toutes et tous autorisés à agir de la sorte. Assez de mépris.
Ça suffit. Alors, le plan pauvreté montre une conception assez étrange de la pauvreté qu'a Emmanuel Macron. Comme si la pauvreté était dénouée de tout contexte, de toute explication économique, et que on attrapait la pauvreté comme on attrape un mauvais rhume, sans qu'il y ait finalement de cause que l'on peut analyser concrètement, et sans surtout qu'il y ait de lien entre l'accaparement et l'accroissement des richesses entre quelques mains et la pauvreté. Mais vous le savez, la richesse, c'est un stock dans le pays qui se partage. Et quand vous avez une minorité qui s'accapare toute la richesse, quand vous avez depuis 20 ans les dividendes qui dans ce pays ont augmenté de 200%, pendant que le salaire moyen n'a augmenté que de 14%, on voit bien qu'il y a un problème. Ce sont 9 millions de pauvres dans ce pays. 9 millions de pauvres. Alors Emmanuel Macron nous dit, mais jaloux des moyens. Oui, un plan avec quelque chose d'intéressant, par exemple notamment la question des cantines à pas cher à 1 euro, mais nous voulons aller plus loin, on a proposé la cantine gratuite. Alors il nous dit, mais je mets les moyens, il y a 8 milliards d'euros, très bien, comparons. Pour 9 millions de pauvres, Emmanuel Macron alloue 2 milliards d'euros par an. Par contre, pour 300 000 assujettis à l'ISF, il leur donne 3 milliards d'euros par an. Les choix sont faits. Et on voit bien vers lesquels se porte toujours le choix de ce gouvernement. Alors Emmanuel Macron nous dit, et c'était le mot d'ordre de leur rentrée, nous faisons le choix du travail. Ce n'est pas vrai. Vous faites toujours sans cesse le choix du capital. Et donc ça ne peut pas fonctionner. Ensuite, il y a eu les propositions de la France Insoumise que nous leur avons formulées. Parce que nous ne cessons d'agir de la sorte. Aucun adversaire aujourd'hui, sans se ridiculiser, ne peut faire le reproche à la France Insoumise de ne pas proposer. À chaque fois que nous déposons une pierre de ce qu'ils font, nous nous efforçons sans cesse, et vous le savez, de poser une pierre de notre programme. Donc qu'ils remballent leur facilité en disant que nous ne proposons pas. Nous sommes les premiers proposants. Et sans cesse nous proposons. Et un plan pauvreté digne de ce nom aurait pu être par exemple l'instauration de la garantie dignité 1000 € que nous appelons de nos vœux, qui notamment prendrait en compte le RSA et l'automaticité du fait que le RSA soit fourni à ceux qui en ont droit. Parce que vous savez qu'aujourd'hui l'État fait 5 milliards d'euros d'économies par an simplement à cause du non-recours et du fait que celles et ceux qui ont droit au RSA ne le font même pas, n'en font même pas la demande. 5 milliards d'économies. Et puis il y a eu nos propositions d'accroître la gratuité. Et je prendrai juste cet exemple quand on parle des premiers mètres cubes d'eau qui sont nécessaires à la vie, pour boire, sans quoi on ne vit pas, pour se laver. Tout le monde peut comprendre qu'on a des solutions de financement intelligentes. Les gens peuvent comprendre que l'eau qui sert à boire peut être gratuite et qu'on pourrait payer un peu plus cher celle qui sert à laver sa voiture ou à remplir une piscine. Et que si ça permet de financer la gratuité pour tous, tant mieux. Je dis bien la gratuité pour tous, une gratuité universelle, y compris pour celles et ceux qui ont les moyens de se payer la flotte. Voilà de vraies solutions. Le plan santé, c'est la même chose. Je l'ai dit l'autre jour, un plan sans le sou, c'est un plan qui ne vaut pas un clou. Et en matière de santé, c'est pareil. Notre système de santé en France est regardé partout dans le monde. Et il subit depuis plus de 30 ans les conséquences de la libéralisation, des privatisations multiples, de la logique d'hôpital-entreprise qu'Emmanuel Macron va poursuivre. Alors dans ce plan santé, il y a des choses intéressantes. La fin du numerus clausus, par exemple, qui était dans notre programme. La fin du tout tarification à l'acte, qui était aussi dans notre programme. Mais nous regrettons qu'Emmanuel Macron ne se soit pas davantage inspiré du programme de la France Insoumise en proposant, par exemple, la Sécu à 100%, qui ferait que vous n'ayez pas à débourser 1 € pour vous soigner. Car dans ce pays, 3 Français sur 10 renoncent à se soigner pour des raisons budgétaires. Et on sait que si l'on réintègre tout ce que coûte la bureaucratie des complémentaires et des mutuelles onéreuses dans le giron de la sécurité sociale, si l'on enlève les dépassements d'honoraires qui font que persiste dans notre pays la logique de médecine à 2 vitesses, alors on peut financer cette sécu à 100% qui serait, pour le coup, un vrai progrès. Bref, vous voyez, des propositions, nous n'en manquons pas, mais la Macronie ne veut absolument rien entendre. Et ce n'est pas faute d'avoir contribué à des mobilisations sociales, de continuer à le faire. Le 9 octobre, vous savez qu'il y a une grande journée d'action syndicale, nous vous y appelons toutes et tous. Il n'y a jamais trop d'essais, il n'y a jamais aucun coup d'essai qui ne vaille la peine d'être mené. Mais nous allons avoir une autre occasion. Car si Emmanuel Macron se permet de ne pas entendre les manifestations, il y a quelque chose qu'à coup sûr, nous en sommes persuadés, il entendra.
c'est le bruit des enveloppes qui tombent dans les urnes au moment du scrutin européen. Et nous disons oui, nous allons faire de cette élection européenne un référendum anti-Macron. Nous disons aux retraités, à qui vous voyez que le pouvoir vient pour 300 000 d'entre eux, ce qui est loin des 7,5 millions d'autres, accorder un petit allègement fiscal. Pourquoi? Parce que ce gouvernement a la trouille à l'approche des élections européennes. Parce que le scrutin européen de mai 2019 va être la première occasion pour le peuple français de se prononcer sur ce qu'ils pensent de ce que font Emmanuel Macron et ses députés depuis qu'ils sont arrivés au pouvoir. Et c'est ainsi que nous allons appeler toutes et tous la population française dans son ensemble à se saisir du scrutin européen pour sanctionner durement Emmanuel Macron et ce gouvernement. Alors ils nous disent, mais vous voulez faire de l'élection européenne un référendum anti-Macron parce que vous voulez éviter de parler d'Europe, parce que vous ne savez pas en parler. Mais si, aucun problème, et on va en parler. Mais regardons un peu ce qu'a fait Emmanuel Macron en 15 mois. La destruction du code du travail, les choix de politique austéritaire au niveau budgétaire, l'ouverture à la concurrence de la SNCF, et bientôt l'explosion de notre système de retraite. Croyez-vous qu'Emmanuel Macron ait sorti tout ça de son chapeau? Assurément non. Toutes ces lois sont issues directement de directives de la Commission européenne. Par conséquent, nous n'avons peur d'aucun de nos adversaires. Oui, voter contre la politique d'Emmanuel Macron ou voter contre une construction particulière de l'Union européenne que nous dénonçons, c'est faire la seule et même chose qui vaille. Voter contre Macron ou voter contre l'Europe des traités actuels, c'est faire la même chose. Donc nous n'avons pas de difficulté. Oui, nous appelons à lui mettre, comme ça a été dit à Marseille, une raclée démocratique. Un autre argument qui nous est souvent opposé à la France insoumise, dans la manière dont nous abordons la question européenne, serait le fait que nous détesterions l'Europe. D'autres disent même que nous envisagerions de la quitter. Mais nous répondons à cela que ce qu'ils racontent ne veut absolument rien dire, pour la raison que l'Europe est une réalité géographique, et que personne ici à la France insoumise n'a pour projet de découper la France dans ses contours pour l'arrimer je ne sais où et lui faire quitter ce qui est une réalité géographique. Non, ce que nous dénonçons, c'est quelque chose qui pour le coup peut être défait, peut être fait autrement. C'est une construction politique particulière de l'Europe, celle de l'Union européenne des traités qui interdisent l'harmonisation sociale et fiscale, jettent les peuples les uns contre les autres, empêchant qu'on harmonise. Voilà ce que nous dénonçons. Et nous disons que c'est l'Europe de ces traités qui est en train de rendre l'Europe détestable. Ça n'est pas nous qui voulons s'aborder l'Europe. Ça, ils le font très bien sans nous. Ils sont en train de le faire. Celles et ceux qui veulent disloquer l'Europe sont au pouvoir. Et par leur politique libérale, forcée, contrainte, organisent les conditions que les peuples refusent cette Europe. Et ils ont bien des raisons de la refuser. Voilà ce que nous disons. Voilà ce que nous disons. Et nous sommes tout à fait à l'aise pour en parler. Emmanuel Macron essaye d'aborder le scrutin européen en instaurant un clivage tout à fait artificiel que nous allons là, ici, maintenant, nous occuper de torpiller en quelques instants, qui serait un clivage entre, d'une part, les progressistes, dans lesquels, bien sûr, Emmanuel Macron s'inclut, et d'autre part, les nationalistes, dont je dois dire devant vous que nous ne sommes pas, car nous sommes des internationalistes convaincus, et y compris quand nous en appelons à un protectionnisme solidaire et à la défense de notre économie, c'est justement parce que nous savons que l'internationalisme ne peut se faire qu'entre des nations au sein desquelles il y a des peuples souverains. Voilà ce que nous disons. Nous sommes des internationalistes convaincus. Par conséquent, nous demandons à voir quelle est la réalité de ce clivage entre les progressistes et les nationalistes. Et par ailleurs, on voit bien que derrière ce clivage apparaît en réalité plus que jamais une alliance objective, ou plus exactement un rapport de cause à conséquence. Car nous n'avons pas peur de dire non plus que ce sont bien les junkers avec leur discours du type « il n'y a pas de démocratie possible en dehors des traités européens »,
à qui nous posons la question de savoir si simplement la démocratie est possible dans le cadre de ces traités. Ce qui est une vraie question qui mérite d'être posée. Les Juncker, les Macron et les Merkel accouchent des Orban, Salvini et Le Pen. On peut se le dire. Ces politiques libérales poussent les peuples à la colère. Colère sur lesquelles les autres surfent. Voilà cette réalité. Et pendant que les uns, Madame Le Pen, en chef de la bande en France, parle des migrants, d'une telle manière que on pourrait considérer qu'il y ait cette submersion qui n'existe pas. Nous ne disons pas qu'il ne faut pas parler d'immigration, mais quand vous écoutez Madame Le Pen, vous voyez bien que la place que ça prend dans son discours, c'est un peu comme la place de l'économie spéculative comparativement à l'économie réelle. Et pendant que celle-là crierait les migrants pour détourner l'attention de toutes les Françaises et de tous les Français, l'autre vous fait les poches, l'autre déconstruit le code du travail, l'autre frappe les retraités au portefeuille. Alors nous disons à tout le monde, plutôt que de vous laisser endormir par Madame Le Pen et tous les autres, observez de près ce que font ceux qui s'auto-congratulent en disant qu'ils seraient les progressistes de la bande. Oui, il y a un lien de cause à effet entre ces deux-là. Et oui, les peuples d'Europe sont en colère, et ont bien des raisons d'être en colère. Et notre devoir à nous, face au repli identitaire et chauvin de Marine Le Pen, qui voit la France en tout petit et en rabougri, c'est de faire appel à l'ampleur de notre pays, de son peuple et de ce qu'il peut faire. Oui, contrairement à Marine Le Pen, nous croyons à la grandeur de la France, et à la capacité de notre pays à être une locomotive en Europe pour faire autre chose. Voilà ce que nous disons. Nous pouvons éclairer la lumière et donner à voir le chemin qui pourrait être celui d'une rupture avec ces traités abjects, avec cette compétition. Et j'adresse aussi un message à toutes celles et ceux qui, y compris à gauche, nous donnent des leçons sur notre position par rapport à l'immigration, n'ayant plus que comme socle commun, comme dénominateur commun, le fait de se coaliser contre la France insoumise et contre Jean-Luc Mélenchon. C'est abject, c'est inutile, c'est déplorable, car nous avons toujours été clairs sur la question et notre discours n'a pas varié. Et c'est nous qui avons croisé le fer face à M. Collomb, qui a instauré par la loi le fait qu'on puisse enfermer des gamins 90 jours en centre de rétention. C'est nous qui avons croisé le fer contre lui. Nous n'avons pas de leçons à recevoir. Et nous disons les choses clairement sur la question de l'immigration. Quand les gens quittent leur pays, jusqu'au péril de leur vie, allant jusqu'à traverser un fossé comme la mer Méditerranée, oui, nous devons accueillir, sans nous poser de questions. Oui, nous devons organiser les conditions de cet accueil. Pas de manière anarchique comme c'est fait aujourd'hui, avec des pays qui, parce qu'ils sont les principales portes d'entrée au niveau géographique, subissent tout l'effort seuls, et après connaissent la colère de leur peuple, qui font germer les Salvini, Orban et tous les autres. Nous devons organiser cet accueil. Nous n'avons pas à tergiverser quand l'Aquarius est au bord de nos côtes. Parce que figurez-vous que cela relève du droit des naufragés. Et que le premier des devoirs, quand il y a des gens qui sont en train de se noyer dans la mer Méditerranée, c'est de leur porter secours. Et dire on les rejette, on écarte nos frontières, voter pour Marine Le Pen aujourd'hui, c'est condamner ces gens à mort. Voilà ce que nous devons assumer de dire. Mais une fois que nous avons dit ça, nous ne pouvons pas nous contenter de ce discours. Pour une raison simple. C'est que ce discours, s'il est tenu de manière unilatérale, nous exonère de toutes nos propres responsabilités dans les causes qui font que les gens partent. Car oui, figurez-vous qu'il y a des causes au fait que les gens quittent leur pays. Les gens ne quittent ni leur pays, ni leur région d'origine de gaieté de cœur. Ils le font la plupart du temps poussés à le faire. Soit par les conflits, les guerres, dans lesquelles la France aurait beaucoup à dire et à faire, et ferait d'autant mieux qu'elle récupérerait une indépendance qu'elle n'a plus, en étant complètement arrimée aux positions guerrières et bellicistes de l'OTAN. Oui, la France a également son mot à dire dans la bifurcation climatique et la transition écologique qu'il faut faire. Car si aujourd'hui ce sont 1 à 2 millions de personnes qui sont aux portes de l'Union européenne, d'ici à 2050, avec le changement climatique, les experts scientifiques nous alertent, ce sont jusqu'à 250 millions de personnes qui non pas vont choisir de quitter leur pays, mais ne vont pas avoir d'autre choix que de le faire. Et nous avons des responsabilités là-dedans. De la même manière, les politiques de libre-échange qui se poursuivent. Vous savez que le JEFTA, traité de libre-échange avec le Japon, a été signé encore cet été dans l'opacité la plus complète. Ces politiques de libre-échange qu'organise le déménagement permanent du monde ruinent les économies des pays émergents, empêchent ces pays de se développer et enfin, de course,
crée les conditions que les gens n'aient pas d'autre choix que de partir de leur pays. Alors oui, nous disons que nous voulons faire les deux choses, organiser l'accueil. Mais, je le dis, la France insoumise n'a jamais été partisane d'un droit de liberté d'installation. Ça n'est pas sérieux non plus que de le dire. Et ça ne peut être dit que par celles et ceux qui ont des positions politiques qui visent plutôt à se faire plaisir que d'assumer la responsabilité que nous allons assumer, qu'est de gouverner ce pays. Alors, je demande à tous ces petits malins qui disent que notre discours serait ambigu alors qu'il est le seul qui est raisonné, non pas équilibré. Il ne s'agit pas de dire que notre position serait un point d'équilibre entre je ne sais quoi. Non, c'est la seule position qui est raisonnée, que de parler de l'accueil, d'organiser cet accueil et de traiter les causes. Mais je demande à tous ceux qui nous donnent la leçon de clarifier leur position. Quelle est leur position à eux? Qu'ont-ils à dire sur les mouvements de population et sur la responsabilité qu'a la France, qu'ont nos économies dans les mouvements de population? Allez-y, clarifiez. Et j'observe d'ailleurs que notamment Benoît Hamon, qui a quelques semaines encore occupé les plateaux de télé à dire que nous étions ambigus sur l'immigration, a déclaré sur France Info, pas plus tard qu'à 48 heures, qu'il n'était pas, je cite, pour que la France soit ouverte à tous les vents. Tiens donc, même nous ne parlons pas de cette manière. Donc on voit bien qui est clair et qui ne l'est pas. Je termine. Ce que nous avons à faire... Je me retrouve dans mes papiers, un instant. Certains disent que nous ne pourrions pas nous accorder à cause de bisbilles et regrettent qu'il n'y ait pas cette unité. Mais je le dis très clairement, il n'y a pas entre nous de bisbilles. Et la France insoumise ne se laissera jamais empêcher à une union quelle qu'elle soit au prétexte de bisbilles. Par contre, il y a des désaccords politiques. Et sur la question européenne, le désaccord est clair. Il y a ceux qui vous disent d'une part qu'on peut mener une politique socialement et écologiquement ambitieuse dans le cadre des traités européens, et nous disons que ce sont des affabulateurs, et nous l'assumons. Celles et ceux qui courent les plateaux en vous disant qu'on peut mener une politique à la hauteur socialement et écologiquement dans le cadre des traités, vous mentent. Voilà ce que nous disons. Parce que les traités, c'est inscrit dedans, empêchant l'harmonisation sociale et fiscale, il n'est pas possible de mener une politique ambitieuse sans remettre en cause ces traités. Nous disons une chose très clairement, nous n'avons pas rompu avec notre stratégie. La logique de plan A, plan B déployée pendant la présidentielle vaut toujours à la France insoumise. Simplement, souvenez-vous toujours que le plan A, plan B, c'était une stratégie dans le cadre de la conquête du pouvoir au niveau national, où nous aurions à négocier avec nos partenaires européens. Ce que nous disons est clair, vous pouvez le déployer en quelques exemples. Nous savons que notre programme n'est pas applicable dans le cadre des traités européens. Et nous savons aussi que lorsque nous aurons à gouverner ce pays, que ça plaise ou non à quiconque, nous appliquerons notre programme. Par conséquent, que faire? Eh bien, plan A, proposer à toute l'Union européenne de faire autre chose que la catastrophe annoncée pour l'Europe elle-même. Plan B, le faire avec celles et ceux qui partageraient nos points de vue. Et figurez-vous qu'ils sont plus nombreux que vous ne le pensez. Par exemple, nous voulons l'harmonisation sociale et fiscale en Europe. Eh bien, le plan A, ce serait réussir à en convaincre toute l'Union européenne. Et le plan B, c'est de le faire avec celles et ceux qui le veulent. Nous sommes pour l'interdiction, je l'ai dit tout à l'heure, des pesticides et l'organisation d'une agriculture paysanne. Eh bien, le plan A, c'est d'en convaincre toute l'Union européenne. Le plan B, c'est de le faire avec celles et ceux qui le veulent. Nous sommes pour l'instauration d'un SMIC au niveau européen. Le plan A, toute l'Union européenne. Le plan B, celles et ceux qui sont d'accord avec nous. Et à celles et ceux qui disent que nous serions isolés en Europe sur nos positions, c'est qu'ils n'ont pas vu, et Sophie y reviendra, que nous sommes patiemment en train de construire un grand mouvement à l'échelle européenne qui s'appelle « Et maintenant le peuple », dans lequel vous avez toutes sortes de partis, de mouvements qui partagent nos positions. Et je suis allé avec Sophie à Bruxelles il y a quelque temps, et j'étais admiratif de la façon dont le discours est très homogène sur la question des traités entre tous. Malgré les différences de culture politique, de trajectoire, il y a ce socle commun très fort, que nous ne pouvons pas faire mieux que ce qui a été fait sans sortir des traités. Alors vous allez les voir, tous les autres, faire de l'incantation, et en appeler à l'Europe environnementale, l'Europe sociale. Très bien, comment? Plus personne. Nous savons comment nous allons faire. Nous ne nous contentons pas de faire de grandes phrases, nous faisons en sorte, à chaque fois que nous en faisons, parce qu'on en fait aussi des grandes phrases, de créer les conditions de faire la démonstration que ce que nous voulons faire, nous pouvons le faire, et nous organisons les conditions de pouvoir le faire. Alors non, nous ne sommes pas isolés, nous avançons, et nous avons cette ambition d'envoyer au Parlement européen au mois de mai 2019 un véritable commando de combat face à cette Union européenne telle qu'elle fonctionne. Et vous devez
avoir à cœur d'aller demander aux candidates, aux candidats ce qu'ils feront quand ils seront au Parlement européen, ce qu'ils feront quand il y aura la discussion budgétaire, ce qu'ils feront quand on se posera la question de savoir ce qu'on fait du glyphosate, ce qu'ils feront quand on se pose la question de savoir ce qu'ont fait les travailleurs détachés pour lesquels Emmanuel Macron a péroré sur tous les tons qu'il avait remporté une victoire historique, laquelle ? D'avoir fait en sorte, comme il le dit, qu'à travail égal, salaire égal, alors que vous savez comme moi que les cotisations sociales restent payées dans les pays d'origine et que par conséquent le dumping social peut continuer allègrement à fonctionner au sein de l'Union européenne. Nous allons nous opposer à cela et nous le ferons d'autant plus facilement que nous serons nombreux, nombreuses au Parlement européen. Et quand vous voyez le travail absolument formidable que fait actuellement quasiment seul Younous Omarjee, notre député, qu'il faut saluer pour tout ce qu'il a pu faire sur la pêche électrique, tout ce que vous le voyez faire, eh bien dites-vous que ce sont des gens de ce bois-là que nous allons envoyer au Parlement européen pour mener la bataille. Alors je sais que beaucoup d'entre vous s'occupent déjà de l'étape d'après, des municipales. Mais je vous alerte, n'enjambez pas les élections européennes. Et enjambez-les d'autant moins que toutes celles et ceux qui se trouveront face à vous aux élections municipales ont la trouille de ces élections européennes. Et dites-leur droit dans les yeux. La première étape des élections municipales, si vous voulez qu'on en parle, ce sont les élections européennes, qui, commune par commune, établiront l'état des rapports de force politiques. Et je vous invite à le faire. Nous allons mener une campagne de combat, une campagne ambitieuse. Nous avons un scrutin national avec une liste nationale. Donc, d'un point de vue logistique et militant, nous allons faire ce que nous avons fait à l'élection présidentielle. Jeter toutes nos forces dans cette bataille parce qu'elle sera essentielle pour les étapes d'après. Et en cela, je vous le dis, ne la manquez pas. Elle est essentielle. Et à toutes celles et ceux qui déjà déclarent leur candidature, ça et là, au municipal, et veulent absolument localiser à outrance les enjeux, dépolitiser les enjeux municipaux, nous leur disons, nous politiserons tout. Et avec nous, en face de vous, vous ne pourrez pas vous exonérer des positions prises par vos partis et mouvements respectifs à l'échelle nationale. Non, il n'y a pas de multiples réalités locales. Il y a une cohérence à maintenir, nous voulons la garder. Et nous avertissons nos adversaires qui feraient bien de mener la bataille des européennes aussi. Nous allons la mener. Et la première étape pour vous toutes et tous, c'est que, comme vous le savez, peut-être que dans le budget, il va y avoir une prise de position du gouvernement qui voudrait, pour faire des économies, ce qui finalement est le seul projet politique de ce gouvernement, faire des économies, qui voudrait faire en sorte qu'il n'y ait plus de propagande électorale envoyée par papier dans les boîtes aux lettres. Alors que nous savons que la propagande électorale, c'est bien souvent le seul moyen de faire en sorte que les citoyennes, les citoyens soient au courant du fait qu'il y a un scrutin. Donc ils veulent empêcher que les gens soient au courant qu'il y a une élection européenne. Parce qu'ils veulent empêcher ce référendum anti-Macron dont ils savent bien qu'il aura lieu. Alors on va avoir un travail absolument acharné à faire. Et le premier de ces travaux, c'est d'ici au 31 décembre qu'il faut le faire. Car après le 31 décembre, les inscriptions sur les listes électorales pour les élections européennes, c'est terminé. Alors c'est la tâche principale. Allez-y, porte après porte. Ne vous ménagez pas, ne vous économisez pas. Faites comme on l'a toujours fait, donnez toute l'huile de coude que vous avez en réserve pour faire en sorte de convaincre les gens de s'inscrire et d'aller voter. L'événement d'aujourd'hui montre que vous avez de l'énergie. De l'énergie, il en faudra, donc sur ce point, je suis rassuré. Merci. Ça va, vous tenez le chat, vous n'avez pas trop froid? Si. Bon, je vous rassure, je vais être moins longue qu'Adrien, je pense. Mais ça a permis de dégager tout un tas de sujets dont je n'ai pas à vous parler ou à revenir dessus. Moi, je suis une petite sentinelle laissée à Bruxelles en poste d'observation depuis que Jean-Luc Mélenchon est arrivé à l'Assemblée nationale. Donc j'ai un poste d'observation assez génial, en tout cas qui me plaît beaucoup, pour voir à la fois ce qui se passe en interne dans les institutions européennes, et puis à la fois regarder un peu ce qui se passe du côté des grands sommets européens. Et donc, je voudrais rebondir sur quelque chose qu'a dit Adrien quand il a parlé, vous savez, de ce clivage factice qu'ils sont en train de nous créer entre les progressistes d'un côté et les nationalistes de l'autre. Et ben ça a été mis en scène très clairement à Marseille. Vous savez, où il y a eu ce sommet entre Madame Merkel et Monsieur Macron. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était la semaine dernière. Et bon, il y a eu tout le buzz médiatique autour de la rencontre entre Macron et Mélenchon, mais en fait, avant ça, il y a eu tout un sommet bilatéral. Et donc, c'est là qu'ils ont choisi de mettre en avant
cette campagne en fait des Européennes qui est la leur sur ce thème. Le choix de la capitale phocéenne n'était pas anodin et particulièrement cynique de la part de Macron, puisque c'est précisément dans la capitale phocéenne qu'il a refusé d'accueillir l'Aquarius. Et Adrien en a beaucoup parlé. Donc je rebondis pour vous parler, moi, surtout du côté allemand. Parce qu'en fait, si Macron a la trouille de cette échéance électorale, de l'autre côté de la frontière, c'est la même chose. Et les éléments, finalement, sont les mêmes avec les Républicains et Merkel qui entretiennent les extrêmes droites européennes, à tel point que, par exemple, quand les migrants ont commencé quand il y a eu le début de la crise syrienne et qu'il y a eu des migrants syriens qui ont commencé à arriver en Allemagne, qu'a fait Merkel? Elle a créé des mini-jobs à 60 centimes de l'heure, bien en dessous du SMIC horaire normal. Puis après, dans ces mêmes territoires, dans ces mêmes landers qui ont utilisé de ces mini-jobs, elle est la première à s'étonner de voir la montée de l'AfD, le parti d'extrême droite, et des mobilisations de Pegida, un groupuscule néofasciste. Donc, ces politiques de division, qu'elles soient ici ou en Allemagne, elles mènent toujours à la même chose et elles créent un terreau très fertile aux extrêmes droites européennes. Je continue d'insister sur Merkel et l'Allemagne, parce qu'au fond, le vrai problème de l'Europe aujourd'hui, c'est l'Europe allemande. Et maintenant, j'ai le droit de le dire, c'est pas un gros mot. J'ai le droit de le dire puisque Quatremer l'a dit il y a 2 semaines dans un papier. Vous savez qui c'est Quatremer? C'est le journaliste de la bien-pensance bruxelloise. Donc puisqu'il a dit, maintenant je suis soulagée, je me suis dit, après tout le temps qu'il a passé à nous taper dessus sur le hareng de Bismarck, finalement peut-être que la graine a germé. Ensuite, on veut taper sur l'Europe allemande, pas parce qu'on a un problème avec l'Allemagne, mais pas bien parce qu'on a un problème avec sa politique économique. Et avec le fait que ce soit un pays qui truste absolument tout en Europe. C'est un vrai problème démocratique pour l'ensemble des Européens. L'Europe allemande aujourd'hui, je vous disais, ils ont fait un hold-up sur l'Union européenne. Ce hold-up, il est très manifeste. Aujourd'hui, l'Allemagne tient la direction de 3 institutions européennes sur 4, mais aussi de toutes les instances qui, de près ou de loin, ont affaire à l'argent. Par exemple, le commissaire européen au budget, il est allemand. Le président de la Banque européenne d'investissement, il est allemand. Le directeur du mécanisme européen de stabilité, celui qui est en charge de donner les bons points et de vous taper dessus si vous n'avez pas fait respecter les réformes structurelles en Europe, encore un Allemand. L'Europe allemande, c'est aussi celle où un ancien ministre des Finances, M. Schäuble, est capable de dire une phrase absolument scandaleuse sans qu'aucun média français ne la note, ou pratiquement. Et cette phrase, je vous l'ai dit, les élections européennes ne doivent pas permettre qu'on change de politique économique. Alors Juncker peut aller se rhabiller, là on a encore un niveau supérieur. L'Europe allemande, encore une fois, j'aime bien les anaphores un peu comme François Hollande, je crois, aujourd'hui. L'Europe allemande, c'est celle aussi qui fait capoter tous les projets progressistes dont justement ils se réclament. Je ne vais pas revenir jusqu'à la crise grecque, mais ça a commencé avec ça, où on a vu la dureté et le manque de solidarité des Allemands et du gouvernement de Merkel vis-à-vis des Grecs. C'est aussi dans la foulée des LuxLeaks, des Paradise Papers, des Panama Papers. Vous vous souvenez, on nous a fait encore une fois, on nous a dit attention, ce coup-ci vous allez voir, on va faire une vraie harmonisation fiscale en Europe. Et puis finalement, le projet est en train de se rabougrir. Jusqu'à aujourd'hui, on est en train de parler finalement juste d'une taxe GAFA, une taxe sur les géants du numérique et de l'Internet. Et là, même les Allemands n'en veulent pas, donc maintenant on est dans une situation de blocage. Donc résultat, c'est typiquement le genre de bébé où on est en train de se dire bon, ça on va le refiler aux prochains eurodéputés, puis ils se débrouilleront. Hein. Donc, la même chose sur les perturbateurs endocriniens, un autre sujet qui va être remis sur la table dans la prochaine mandature et que nos élus auront le devoir d'affronter clairement, parce que c'est encore ici la faute des Allemands si on n'a pas réussi à inscrire les perturbateurs, à interdire les perturbateurs endocriniens dans une règle européenne. Les objectifs climat à la suite de la COP 21, la même chose, l'industrie ultra polluante allemande n'en veut pas. Bref, finalement, ils essayent de cacher leurs propres difficultés en criant au loup, en appelant, en disant « Regardez, les nationalistes, nous sommes les véritables progressistes » parce que, comme l'a dit Adrien, Merkel a autant besoin de sa droite dure de l'AfD que Macron du Front National. Sauf que Merkel est un tout petit peu plus intelligente, si je peux me permettre, que M. Macron, puisque au lieu d'essayer de trouver des solutions à des problèmes,
comme une sortie de M. Hulot de son gouvernement, ben elle essaye d'anticiper. Pour ça, elle essaye d'acheter le silence des membres de son gouvernement. Et donc, c'est peut-être passé un petit peu sous les radars médiatiques, mais Macron a commencé à en parler à Marseille, notamment dans sa rencontre avec Mélenchon. Alors, je sais que la presse était beaucoup plus intéressée par les petites bisbilles médiatiques qui seront oubliées dans 2 jours. Par contre, dans la rencontre, Macron a dit clairement à Jean-Luc Mélenchon: je n'accepterai pas le candidat de Madame Merkel au poste de président de la Commission européenne. Et ce président qu'elle veut mettre, cette personne qu'elle veut mettre comme futur président de la Commission européenne, c'est un monsieur qui s'appelle Manfred Weber. Retenez bien son nom parce que vous allez vraiment en entendre parler dans les prochaines semaines et les prochains mois. Donc c'est un conservateur qui fait partie de son alliance au pouvoir, mais qui avait bien envie de se barrer avec des gens encore plus d'extrême droite que Madame Merkel. Et c'est sa façon pour elle de petit à petit acheter leur silence. Donc effectivement, et M. Manfred Weber est actuellement président du groupe dans lequel siègent les députés aussi de M. Orban. Donc vous voyez aussi à quel point ce clivage factice, finalement, il siège bien dans le même groupe jusqu'à preuve du contraire. On n'est pas dupe maintenant. Si Macron a dit ça à Jean-Luc Mélenchon, qu'il ne voulait pas de cet homme allemand à la présidence de la Commission européenne, peut-être que c'est finalement parce qu'il a aussi quelqu'un d'autre en tête derrière. Et cette femme à laquelle il pense, c'est une extrême néolibérale. Je pense qu'il faut mettre un qualificatif même supplémentaire. C'est une dame qui est déjà en poste à la Commission européenne, qui s'occupe des affaires de concurrence, de droit de la concurrence, qui est danoise, et je vais vous dire, les Danois, ils en connaissent un rayon sur le néolibéralisme, et qui, pas plus tard que cette semaine, parce qu'on pourrait donner plein d'exemples, mais finalement l'actualité s'y prête fort bien. Cette semaine, après des années, pas des mois, des années d'investigation, pour savoir si McDo avait peut-être éventuellement fait de l'évasion fiscale avec un accord fiscal avec le Luxembourg, après des années d'investigation, elle a annoncé aujourd'hui, non, il n'y a rien à circuler, fermez les bancs, il n'y a rien à voir, il n'y a pas eu d'évasion, peut-être de l'optimisation, mais bon, ça reste légal, donc circuler. Voilà, pour vous donner un exemple de quelle est la personne que M. Macron pourrait avoir en tête à la sortie des urnes des européennes. Donc ce clivage, il a un principal intérêt, ce clivage entre nationalistes d'un côté et progressistes de l'autre, c'est aussi à essayer de nous effacer du panorama politique. Sauf que, effectivement, comme l'a dit Adrien, la réalité c'est qu'on leur fiche la trouille. Et là, j'arrive finalement vers maintenant le peuple. On leur fiche la trouille pas juste parce qu'on est la France insoumise, mais parce qu'on n'est pas tout seul. Et là, avec maintenant le peuple, ce qu'on a créé, c'est un mouvement assez intéressant, mais j'aimerais revenir un tout petit peu en arrière pour vous dire d'où ça vient, puisque le thème de ce débat aujourd'hui, c'est quand même révolution citoyenne en Europe. Et parmi nos partenaires, il y en a un très singulier, Podemos, qui est arrivé, vous savez, dans la foulée des indignés espagnols. Donc dans les années 2011, j'étais déjà très engagée politiquement aussi. Et je terminais mes études et j'allais bientôt partir essayer de travailler au Parlement européen. Et les indignés espagnols, quand j'ai vu la transformation, l'essai a été transformé en version politique et devenu Podemos, et le premier élément qui m'a frappé, moi, c'est le fait qu'ils choisissent la couleur violet comme la couleur pour leur mouvement politique. Et c'est là, finalement, pourtant, la CLO, MOUF existait déjà, mais c'est là que moi j'ai vraiment compris la stratégie populiste, sortir un peu de ce code-là. Et en 2014, Podemos naît début 2014, et les premières élections qu'ils vont devoir affronter, ce sont les élections européennes, en juin 2014, et ils arrivent avec 8%. Donc ils passent concrètement de 0 à 8%. C'était une entrée massive pour nous au Parlement européen, nous n'avions jamais vu ça. À partir de là, on s'est dit avec Adrien et d'autres, mais ces petits gars-là, on les lâche plus. On va prendre nos valises puis on va aller faire des stages chez eux. Et c'est concrètement c'est ce qu'on a fait. On est allé, moi je suis allée régulièrement à Madrid, si ce n'est, j'ai peut-être dû rater 1 ou 2 élections. Et vous savez que les Espagnols ont eu beaucoup d'élections législatives. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, Podemos, c'est 5 eurodéputés, 43 députés, 16 sénateurs et 139 élus régionaux. Si ça, c'est pas un commando. Donc, en plus, donc je vous disais, en 2014, c'était leurs premières élections, puis là, ils sont donnés à 16% dans les sondages. Ça veut dire qu'ils peuvent passer de 5 à 10, 15, 20 eurodéputés aujourd'hui.
Donc voilà, pour vous donner le panorama de cette première force politique partenaire avec nous dans maintenant le peuple, c'est pas un petit morceau. Après, vous avez aussi le bloco. On a choisi de lancer maintenant le peuple à Lisbonne avec une force politique très ancienne qui oscille un peu dans les résultats. Là, ils sont donnés à 7%, ce qui serait beaucoup plus que ce qu'ils ont eu déjà aux dernières européennes. Une élection qui est difficile aussi pour les Portugais, qui souffrent malheureusement d'une jeunesse, vous savez, qui part à l'étranger pour chercher du travail et donc du coup qui retourne relativement peu au Portugal pour voter à ces échéances. Et pour eux, c'est vraiment la première bataille d'aller faire voter les jeunes à ces élections-là. Et donc maintenant le peuple, on a cet été 3 nouvelles forces politiques qui nous ont rejoints, des Scandinaves, des Finlandais, des Suédois, des Danois, qui font des scores modestes certes, mais qui viennent de pays où les régimes sont beaucoup plus ultra-parlementaires et donc la capacité à arriver à exercer le pouvoir peut venir beaucoup plus facilement et rapidement que dans un régime ultra-monarchique et ultra-présidentiel comme le nôtre. Mais pourquoi tout d'un coup on a eu l'envie de faire maintenant le peuple? Et bien finalement c'est un peu ce qu'a raconté en soubresaut, en interligne Adrien quand il vous parle de la rupture des traités. C'est que dans la foulée de 2015, dans la foulée de la capitulation de Tsipras face à la Troïka, on s'est dit mais en fait si un jour on arrive au gouvernement et qu'on est confronté à ces traités, qu'on soit là pour le coup la France ou la Grèce, on va pas pouvoir y arriver. Un programme éco-socialiste, et pour achever vraiment cette politique du plus fort en Europe, il doit désobéir aux traités européens. Et ça, c'est la base du plan A, plan B. Le point de départ, avant de parler de comment concrètement vous faites dans tel et tel pays pour développer votre plan A, plan B, le point de départ, c'est de désobéir et de rompre avec les traités européens. Donc ça, tous les membres de Maintenant le Peuple sont d'accord sur ce point politique. Et après, il y a un autre élément, c'est la méthode. Nous sommes aussi tous d'accord sur une méthode. Et croyez-moi, moi qui ai fait l'expérience en tant que membre du parti de gauche, d'avoir été à des réunions au niveau européen, dans le parti de la gauche européenne, dans le PGE, avec Syriza et d'autres, j'ai l'expérience de réunions qui durent des heures pour arriver à faire une déclaration politique où on va négocier la virgule ou l'adjectif et où à la fin de la journée, on est éprouvé déjà et on rentre, on tourne la page et la déclaration finit à la poubelle. Donc ça, concrètement, ça sert à rien, tandis que ce qu'on essaye de faire dans Maintenant le Peuple, c'est vraiment de partir sur une base, toujours qu'est-ce qui peut nous aider, qu'est-ce qui fait écho, qui résonne dans chacun de nos pays, qui est suffisamment un point commun de bataille. Par exemple, donc la première que nous avons choisie, c'était l'évasion fiscale dans la foulée de LuxLeaks et des affaires médiatisées par les lanceurs d'alerte. Donc ça résonnait suffisamment dans nos pays respectifs. Et on s'est dit maintenant, il va bien falloir qu'on travaille là-dessus dans nos assemblées nationales, ensemble au Parlement européen, et puis dans la rue, quoi, pour vraiment faire naître le sujet. Et donc c'est ce qu'on a fait. Et c'est pour ça que nous avons accouché de ces petits tracts, vous savez, avec des espèces de gros billets de Monopoly où nous avions dessus un gros 1600 qui était le coût, le manque à gagner en recettes fiscales pour l'État par an et par foyer. Donc je reviens pas sur le fond de l'évasion fiscale, mais c'est pour vous montrer que tout ça a été travaillé en commun, d'abord pensé avec nos partenaires au niveau européen. Et ça veut dire que ça se traduit aussi par des amendements à l'Assemblée nationale. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'échanges entre Podemos, qui a beaucoup travaillé sur ce sujet-là, et nos députés à l'Assemblée nationale. C'est très concret aussi. Ensuite, évidemment, sommes 6 forces politiques au sein de Maintenant le Peuple, mais ça ne va pas s'arrêter là, et on discute, on a plein d'autres amis en Grèce, en Italie, et aussi en Irlande, qui entrent en ce moment, juste avant les européennes, dans une autre séquence clé pour eux, qui sont les présidentielles, où ils ont une candidate qui s'appelle Yanni Rada, qui vient d'une force politique, le Sinn Féin, avec laquelle nous sommes vraiment proches. Ils sont une force tout à fait stable en capacité de gouvernement qui a fait au minimum 15% sur les dernières échéances. Donc ça aussi, c'est un beau bébé. Ensuite, vous avez le Royaume-Uni. Vous savez peut-être que Jean-Luc Mélenchon sera demain au congrès du Labour, au congrès du Parti travailliste. Et c'est important parce que concrètement, le Labour est très probablement un prochain gouvernement, vu les déboires internes au gouvernement de Theresa May. C'est pas nous qui avons provoqué le Brexit, mais c'est nous qui allons devoir, entre guillemets, recoller les morceaux.
Donc c'est très important que des deux côtés de la Manche, nos forces politiques travaillent ensemble et s'entendent sur un avenir du Royaume-Uni en dehors de l'Union européenne qui ne soit pas voué à un autre traité de libre-échange. C'était pour vous donner que dans ce panorama politique global, il y a des forces politiques comme la nôtre en France, mais ailleurs en Europe qui montent, et d'autres, mais vous le savez déjà, qui s'effondrent, comme la social-démocratie. Et le fait nouveau que je vous ai donné en introduction, c'est aussi le fait que la droite elle-même est petit en petit en train de se déliter. Vous avez dans la droite des morceaux de conservateurs, des morceaux néolibéraux, des morceaux ultranationalistes qui commencent à se chamailler entre eux. Et ça va faire notre grand bonheur, parce que ça veut dire que dans le prochain Parlement européen, il ne suffira plus d'avoir la droite, le grand groupe de la droite et le grand groupe des sociodémocrates qui décident de tout ensemble et qui concoctent des compromis desquels tous les autres groupes et toutes les autres forces politiques sont écartés et qui décident de tout pour tout le monde, tout le temps. Donc c'est pour nous une opportunité dans ce futur Parlement d'avoir un réel rôle à jouer. Je sais que parfois ça paraît tellement énorme, mais en fait le nouveau Parlement qui va naître avec plein de petites forces politiques va nous permettre d'être quelque part, entre guillemets, surreprésentés et mieux représentés en tout cas. J'en termine parce que je vois qu'il y a déjà des mains qui se lèvent, j'ai noté. Adrien l'a dit, Younous Omarjee, notre eurodéputé insoumis, a mené de nombreuses batailles et ce n'est qu'un seul eurodéputé, il ne peut pas être sur tous les fronts et il est membre de la commission environnementale, d'où effectivement la prégnance de ces débats écologiques aujourd'hui dans la France insoumise sur les questions européennes, et c'est bien normal. Mais imaginez qu'on en ait 10, 15 ou 20, imaginez le nombre de sujets alors qu'on peut couvrir. Mais sur le glyphosate par exemple, moi il y a un an, quand je parlais du glyphosate autour de moi, on me disait le glypho quoi. Donc c'est bien parce que nous, en amont, et Younous Omarjee et nos équipes, et ses équipes derrière lui, ont mené cette bataille sur le glyphosate, qu'aujourd'hui, ça crée autant de débats, d'attention médiatique, mais aussi de conscience publique sur cette question-là. On parlait au départ quand même de renouveler l'autorisation sur 10 ans. Et vous voyez que là, on est en train de batailler pour arriver à forcer le gouvernement à faire ce qu'il a dit finalement, à mettre fin au glyphosate sous 3 ans. Et pourquoi finalement les députés macronistes ne veulent pas prendre position clairement dans leur vote sur cette question des 3 ans? Mais parce qu'au niveau européen, ce qu'il a été décidé, c'était un renouvellement sous 5 ans. Donc l'interdire sous 3 ans, il faut assumer de se confronter et de désobéir aux règles européennes. Et ça, effectivement, Macron a peut-être voulu aller un peu vite en besogne et il est finalement coincé à son... C'est un peu l'arroseur arrosé qui va peut-être être contraint de suivre nos principes et nos règles. Mais dans le glyphosate, comme dans toutes les batailles de Younous Omarjee au Parlement européen, il y a un autre élément très important que vous devez souligner et que nos députés européens doivent souligner et doivent avoir la plus grande vigilance, c'est la question des lobbies. Parce que dans le glyphosate, vous avez Monsanto derrière. Dans la pêche électrique, vous avez les gros bateaux néerlandais qui viennent pêcher sur nos côtes bretonnes et normandes avec leurs méthodes barbares et clairement mettre en difficulté nos petits pêcheurs français. Sur la directive plastique, pour mettre fin au plastique à usage unique qui pollue nos mers et qui sont en train de créer un nouveau continent, un continent entier plastique, sur lequel, voilà, un dossier aussi très concret sur lequel travaille Younous Omarjee en commission environnement. Là aussi, vous avez les grands lobbies industriels derrière qui veulent faire échouer le projet et le descendre à minima. Donc vous voyez que le pouvoir de nuisance des lobbies, il ne fonctionne que quand ils restent dans les ténèbres, j'ai envie de dire. À partir du moment où vous le poussez à la lumière, ils font comme neige au soleil. Et c'est très important que nos candidats et que nos futurs députés européens soient comme des vigies en poste à toujours dénoncer le pouvoir des lobbies au sein du Parlement européen. Évidemment, ce Parlement européen, il y aura plein d'autres choses sur lesquelles se positionner, pas seulement de l'environnement. Les traités de libre-échange, il y a le GEFTA dont il a parlé, mais il y en a plein d'autres. Il y a celui avec le Mercosur aussi, où on veut nous importer des viandes d'Argentine et d'autres pays avec des OGM et des règles sanitaires complètement différentes des nôtres. Donc vous allez retomber sur des débats maintenant que vous êtes préparés, vous connaissez les questions sur le CETA. Eh bien, vous allez retrouver ce genre d'argumentaire-là, et à la différence de l'Assemblée nationale, puisque Macron ne veut pas, en tout cas au Parlement européen, celui-là est tenu de s'exprimer. Le Parlement européen doit ratifier, dire oui ou non aux accords de libre-échange.
Donc nous aurons sur le GEFTA à dire, mais attendez, vous faites un accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Japon, mais je croyais que pour vous les valeurs européennes et les droits fondamentaux et les valeurs universelles étaient très importantes. Pourquoi fait-on un accord avec un pays qui autorise la peine de mort aujourd'hui? Voilà, vous pouvez toujours prendre sous plein d'axes, quoi. Pas seulement les questions purement économiques, mais aussi, vous le voyez dans cet exemple-là sur le Japon, quand j'en parle avec des macronistes, ils sont même pas au courant que c'est un pays qui autorise la peine de mort. Alors que c'est les premiers à dire droit de l'homme, droit de l'homme, droit de l'homme tout le temps. Ensuite, vous allez aussi avoir tout le budget. Les parlementaires qui vont arriver en 2019, ils vont avoir à voter sur le nouveau budget de l'Union européenne. C'est un budget sur 7 ans. C'est une somme colossale, y compris sur la PAC. Et vous savez que la France est la première bénéficiaire de la politique agricole commune. Des députés européens insoumis pourraient dire, nous, on va plafonner les aides aux grandes exploitations. Ils pourraient dire, nous, on va limiter le nombre d'animaux par exploitation, de façon à ce qu'un plateau des 1000 vaches ne soit jamais possible. Sur tous ces sujets, nous avons déjà des candidats qui sont parfaits, soit parce que leur parcours professionnel, personnel ou leurs luttes qu'ils ont menées sont emblématiques de ce qui fait un bon parlementaire européen. Je pense, parmi tant d'autres, à Anne-Sophie Pelletier, vous savez, sur son combat en tant que lanceuse d'alerte sur les EHPAD, donc qui serait une députée européenne parfaite pour s'occuper des questions de santé. Vous avez Laurent Courtois, que j'ai vu quelque part, qui se cache peut-être encore sous la pluie, malheureux. Sur les questions de la SNCF et des transports plus globalement, vous avez Gabriel Amar, qui est déjà venu plusieurs fois dans le Nord, je le sais, sur la question de l'eau en tant que bien commun et de la gratuité des premiers mètres cubes d'eau dont Adrien a parlé. Vous avez Julien Poix, qui est en train de vous mobiliser sur la question de l'amiante dans le Nord, et puis tous les autres candidats, parce que je vais pas trop les citer, il y en a 79 à terme, donc ça serait un peu long. Mais vous voyez que le Parlement européen, contrairement à ce qu'on vous raconte, c'est un Parlement qui a du poids, qui va être amené, a fortiori, à partir de 2019, à se positionner sur des sujets très importants. Et nos eurodéputés auront là une place de choix aussi, comme une étape préparatoire après avoir eu le commando à l'Assemblée nationale. Et ben voilà le deuxième commando qui arrive pour préparer 2022, mais en plus fort de la construction qui vont continuer avec nos partenaires européens. Ils pourront donc vraiment porter jusqu'au bout l'exigence de la sortie des traités européens et la révolution citoyenne.